Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents, d'être restés aussi tard dans la journée. Je sais que c'est une journée un peu particulière aujourd'hui, parce qu'il paraît que le Sénégal joue aujourd'hui. Et je sais qu'il y a au Sénégal des aficionados, comme on dit, des gens qui aiment, comme d'ailleurs au Cameroun, d'où je viens. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit correctement l'écran? Parce que je vous conseillerais en fait d'avancer un tout petit peu, parce que l'essentiel va se passer là. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais bon, je vais essayer de parler un peu fort, mais voilà. Alors, je voulais, puisque c'est moi le dernier à prendre la parole, premièrement remercier tous les intervenants. Il y en a encore quelques-uns qui sont ici présents, notamment Madame Marie Deifal, que j'appelle ma maman du Sénégal, et bien sûr le professeur Mohamedou Nissirissa, qui est encore présent également, ceux que je reconnais, qui étaient là également le matin. Je vous remercie réellement d'avoir pris le temps de cette journée un peu particulière pour moi et pour l'association certainement, puisque nous sommes dans le pays d'un personnage qui a inspiré toute ma vie, en fait qui a changé le cours de ma vie. Moi j'aime à croire que c'était un prophète, à chacun son prophète, mais il se trouve qu'il s'appelle Cheikh Anta Diop pour ce qui me concerne. J'ai souvent le sentiment, vous me direz peut-être le contraire, mais j'ai souvent le sentiment que c'est au Sénégal qu'on le connaît moins. Voilà. Quand on parle de Cheikh Anta Diop, que ce soit aux États-Unis, au Canada, c'est toujours avec des trémolos dans la voix, parce que souvent les Sénégalais ne réalisent pas l'impact que son travail a eu sur la vie de beaucoup de personnes qui se posaient des questions importantes, notamment du point de vue d'identité. Je ne veux pas revenir sur le Ressal, c'est des sujets très 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 importants, la question de la femme également. Mais je vais juste titiller un peu, parce que j'ai entendu un propos qui m'a questionné. Quand on dit qu'on ne va pas retourner en Égypte antique, je me demande, mais en fait, non, nous sommes l'Égypte pharaonique, on ne retourne pas. Parce qu'en fait, les peuples se sont déplacés. Mais bon, naturellement, je ne veux pas refaire l'histoire telle que Cheikh Anta Diop l'a envisagée, mais j'ai toujours ce sentiment que c'est peut-être au Sénégal qu'on connaît moins les travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Bon, c'est ainsi. Mais enfin, on est là quand même pour parler de lui, parce que en France, en ce moment, on célèbre Champollion, parce qu'il passe pour avoir déchiffré les hiéroglyphes. Donc, il y a plusieurs rencontres qui se font autour de son travail. Il se trouve que Cheikh Anta Diop a aussi beaucoup questionné cet aspect de la civilisation négro-égyptienne. Et je vais tenter par un simple exemple, en fait, d'illustrer un peu la manière dont nous abordons les caractères sacrés égyptiens, c'est-à-dire la parole divine, dans le cadre de l'école des scribes. Et pour ce faire, je vais juste... j'ai intitulé cette communication Cheikh Anta Diop, les hiéroglyphes égyptiens 30 ans après, pour avoir un chiffre rond. Mais en fait, on va parler essentiellement d'un aspect de cette civilisation en y introduisant des mots africains, c'est-à-dire des mots kémites, comme moi j'aime à dire, parce que pour moi l'Afrique c'est une invention récente. On a une façon de nommer ce continent et c'était pas Afrique. Il se trouve qu'il y a des graphies, c'est-à-dire des caractères sacrés qu'on sait lire. Et à partir de ce moment, naturellement, nous pouvons également réactualiser même la manière de nous nommer nous-mêmes, car ça fait aussi partie du souci que nous avons de réactualiser notre propre identité. Voilà. Donc, on va se tourner du côté du Ciné Saloum, qui est une région du Sénégal magnifique, où on trouve ces oiseaux. Est-ce que chacun reconnaît ici ces oiseaux? J'imagine que vous les connaissez tous. C'est ce qu'on appelle des flamands roses. Alors, il se trouve que le Sénégal, c'est un pays qui héberge une communauté importante de cette espèce, parce qu'elle migre évidemment, mais souvent, dépendamment des moments de l'année, il se trouve que parfois, on trouve cet oiseau dans des lacs, des cours d'eau, où il est là comme ça en train de pêcher, en train de se divertir, de faire... Enfin, voilà. Alors, pourquoi je vous parle de cet oiseau? Parce qu'en Égypte pharaonique, nos ancêtres de la vallée du Nil ont utilisé ce symbole pour illustrer un certain nombre d'idées. Un certain nombre d'idées très importantes. Et je vais me servir en fait de cet oiseau pour vous montrer en fait ce qu'on peut appeler la pensée symbolique des peuples subsahariens, comment nos ancêtres réfléchissaient et comment il est aisé en réalité d'actualiser notre manière de voir le monde sans grand effort. Il s'agit simplement de comprendre ce que nous disons lorsque nous parlons. Bon, ce que vous avez ici à l'image, je ne vais pas être technique parce que je sais que la journée est longue, il se fait tard, mais enfin en gros vous avez ici ce qu'on appelle une graphie, c'est-à-dire un groupe de signes qui constitue un mot. Et ce mot, il y a quelques détails, notamment ce qu'on appelle un déterminatif. Toutes ces choses, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessaire. Mais enfin, vous avez le thème égyptien de l'idée d'être rouge, d'être roux, et la notion de rousseur.
quelquefois on ajoute également l'albinisme, parce que l'albinisme fait partie de ces catégorisations dans la pensée symbolique des peuples subsahariens. Et cet oiseau sert en fait, parce que c'est son nom en réalité, c'est ce qu'on appelle des homographes, cet oiseau sert à signifier ce qui est roux, ce qui est rouge ou tout ce qui participe de la rousseur, probablement déjà en vertu de son apparence, puisqu'il est rose. Donc déjà, c'est quelque chose qui a frappé nos ancêtres. Bon, il se trouve que ce mot qui est écrit avec des signes un peu compliqués, je dirais ça comme ça parce que je sais qu'on n'est pas ici entre spécialistes, a des équivalents coptes, c'est-à-dire que la langue copte, qu'est-ce que c'est? La langue copte, c'est une langue aujourd'hui morte, mais qui est réputée être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Ça veut dire que lorsque nous avons des solutions coptes, on peut de cette manière approcher en fait une manière de prononcer qui correspond plus ou moins à la réalité égyptienne. Voilà. Étant donné que le copte est un peu comme du créole. Il faut songer au copte comme une sorte de créole qui est né autour du IIIe siècle. Le copte est essentiellement ecclésiastique. Il n'y a pas de roman en copte. C'est une langue liturgique essentiellement. Et le copte était un mélange plus ou moins de grec et puis de dialecte égyptien, enfin si je parle rapidement. Mais c'est relativement récent parce que c'est au IIIe siècle en fait que le copte apparaît. Sauf que le copte a l'avantage d'avoir enregistré certains mots qui nous viennent de la haute antiquité, raison pour laquelle il peut nous servir de passerelle pour arriver à prononcer correctement ces graphies qui a priori peuvent paraître compliquées. Donc ici, vous avez donc les solutions coptes. Ça se lit torosh, hein, parce qu'il y a des caractères grecs et des caractères typiquement égyptiens qui rentrent ici dans la phonétisation. Donc ça se lit torosh pour signifier rouge. Torosh pour signifier rougir, être rouge, c'est la lecture effective de cette graphie. Okay, et parfois il y a une métathèse qu'on introduit, toshre pour signifier rougir. Mais vous devez savoir que c'est le nom du flamand rose en wolof, toruk. C'est ce mot qui se transforme en copte pour signifier rougir, être rouge. Alors Cheikh Anta Diop avait émis l'hypothèse que ce mot égyptien correspondait au wolof deret. Bon, mon wolof est évidemment médiocre, mais j'imagine que vous allez savoir me corriger. Deret qui signifie le sang, c'est ce qu'il avait pensé. Et bien sûr en bambara on trouve le même mot deret qui signifie rouge. Mais ce qui est intéressant ici, en introduction, puisque vous parlez wolof, c'est qu'il faut déjà savoir qu'évidemment c'est d'abord le nom du flamand rose en wolof qui devient Torosh. Parce que le X, entre guillemets, parce que quand on introduit l'alphabet latin, évidemment, on est obligé d'utiliser des caractères latins, mais vous devez savoir que c'est ce X qui devient la lettre Shai. Je vais vous la montrer. Cette lettre-ci, c'est la lettre Shai. C'est une lettre typiquement égyptienne, et les Coptes l'appellent la lettre Shai, c'est comme ça. Mais c'est ce X de Toruk, qui devient Rush, qui produit ce son-là. Je le dis parce que on n'est pas tous évidemment linguistes, mais je veux quand même me faire comprendre, c'est pour ça que j'insiste. Donc la première chose qui est intéressante de ce point de vue-là, c'est d'observer ce transfert, parce qu'il existe dans la littérature des auteurs, notamment Diodore de Sicile, des auteurs qui ont parlé des caractères sacrés égyptiens, ce qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes. Et Diodore de Sicile nous dit par exemple que les caractères sacrés égyptiens procèdent de ce qu'on appelle la métaphore. Et comment il traduit la métaphore? Il le traduit d'après la perspective d'Aristote, c'est-à-dire le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Parce qu'en grec, métaphore signifie transport. Donc ce n'est pas le sens que le français utilise aujourd'hui pour signifier métaphore. Parce que pour les Grecs anciens, ce qu'ils appellent la métaphore, c'est l'homophonie, c'est-à-dire les mots qui se ressemblent à l'oreille. Donc on utilise le nom d'un oiseau pour atteindre des concepts. Parce qu'on ne peut pas représenter l'idée roux, autrement que par un objet concret qui peut susciter cette idée lorsqu'on l'observe. Donc nos ancêtres, sachant cela, se servent donc des mots qui ressemblent à ce qu'ils veulent rendre comme concept. Voilà pourquoi ils utilisent le nom d'un oiseau pour traduire une idée. Ici, en l'occurrence, bien sûr, c'est l'idée rouge, être rouge. Bon. Donc, naturellement, le Wolof fait partie d'un berceau, qui est le berceau soudanais. Et naturellement, ce n'est pas une langue isolée, c'est une langue qui a des voisins, donc nécessairement des contacts et des liens avec ses voisins. Donc quand en Wolof on dit Teruk pour signifier flamand rose, en malinké par exemple, y compris en bambara, mais en malinké parce que le malinké c'est, disons, le mandingue entre guillemets pur, parce que surtout le malinké de Kita, qui est vraiment le malinké originel. Ensuite il y a des variantes parce que le bambara c'est du malinké, le talinké c'est du malinké, etc. Donc en malinké on dit Teré pour signifier échassier. Mais c'est encore le même mot, hein. J'espère au moins que vous l'entendez, même si
Je n'insisterai pas trop parce que ça me paraît évident. Donc en Wolof, on dit tere pour signifier flamant rose pour désigner cet oiseau. En malinké, c'est tere pour signifier échassier. Bon. C'est-à-dire, un échassier, c'est un oiseau avec de longues jambes. Exactement comme le flamand. Il se trouve qu'en Égypte antique, ce flamand et l'idée qu'il transporte appartient à une divinité très importante du panthéon égyptien, que les égyptologues appellent Seth. Il est appelé le dieu rouge. Il est associé à la couleur rouge pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, je n'irai pas dans le détail, peut-être dans les questions, si on a le temps, j'y reviendrai. Et naturellement, il est également associé au désert. Et si vous observez dans le nom du désert en égyptien pharaonique, bien sûr cet oiseau intervient, ça veut dire que les Égyptiens nommaient possiblement le désert de la même manière que cet oiseau. Parce que quand vous voyez cet oiseau, alors je dois quand même rappeler une chose, parce que je parle ici sous l'autorité du professeur Anisserissa, parce que lui, il sait lire les hiéroglyphes. L'approche que nous avons, ce n'est pas une approche phonétique, c'est une approche analytique. Donc nous ne procédons pas par ce qu'on appelle la translittération, c'est-à-dire nous n'affectons pas des valeurs alphabétiques aux signes, même si ceci a une pertinence. Nous lisons directement d'après le nom que portent les objets représentés, et dans les langues africaines, ce qui offre une certaine immédiateté sans la complication que peut susciter la translittération, quoi qu'elle soit pertinente, bien sûr, mais c'est une autre manière de voir les choses. C'est pour ça que j'insiste davantage sur l'oiseau plutôt que sur la translittération. Par exemple, ici, vous avez le nom, c'est translittéré Deshret. C'est comme ça qu'un égyptologue lira, Deshret. Ça signifie, entre guillemets, désert, terre rouge. C'est ce qu'on dit dans les manuels d'égyptologie. Et c'est le domaine de cette divinité qu'on appelle Seth, qui est l'ancêtre de Satan. Parce que c'est lui qui va produire l'image de Satan dans le christianisme, dans l'islam, etc. Ok? Donc, mais vous verrez le lien plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que pour un malinké, c'est-à-dire un malinké qui parle le malinké, lui, il n'aura aucune difficulté à comprendre pourquoi. Cet oiseau incarne cette divinité qu'on appelle Seth, qui incarne entre guillemets le mal, pour parler rapidement. Pourquoi? Parce qu'en malinké, je l'ai dit tout à l'heure, l'échassier s'appelle tere. En malinké, on dit aussi tere pour signifier malchance, parfois chance, dépendamment du contexte, mais surtout guille, malchance persistante. On dit terema, qui porte malheur, qui porte la poisse, malchanceux. Et Youssouf Tata Cissé, que vous devez certainement connaître, puisque il a produit des œuvres magistrales, notamment pour ce qui concerne l'Empire du Mali, rappelle que en malinké, on dit tere digou pour signifier mauvais penchant, difformité, tare physique, poisse, déviation en tout genre. Et là, je rappelle que dans ce contexte, bien sûr, il y a une divinité, enfin, un personnage ou une divinité, parce que quand on est initié au Komo, c'est-à-dire l'ordre initiatique des mondains, on sait que Mousso Koroni, c'est une déesse, mais puisque ici je parle à un public peut-être qui ne connaît pas tout à fait la tradition mandingue, je vais me limiter à imaginer la chose comme un personnage des mythes mandingues qui s'appelle Mousso Koroni, et elle incarne précisément ce Tere Djougou. Pourquoi? Parce qu'elle est la parèdre, c'est-à-dire l'épouse d'une divinité importante du panthéon mandingue qu'on appelle Pemba, qui est l'équivalent d'Ogo chez les Dogons, c'est-à-dire de Seth, parce que Pemba, tout comme Ogo, sont les représentants de Seth dans le monde soudanais. Bon, pour les détails, je vous renverrai aux travaux de Marcel Griol, si vous vous intéressez à l'ethnographie, sur autre chose, vous n'aurez aucune peine à retrouver. Le renard pâle, par exemple, parle d'Ogo. Ogo, c'est le renard pâle. Bon, pâle, pourquoi? Parce que la rousseur, etc. Donc il y a ce lien, je n'irai pas dans ce détail, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important de comprendre qu'il y a un lien. Bon. Il se trouve que, naturellement, ce que je dis, ce n'est pas parole, j'allais dire d'évangile, ni parole coranique, et que souvent, nous aimons savoir démontrer et prouver ce que nous disons. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai présenté cet oiseau. Je vous ai dit comment il s'appelle en Wolof. Il se trouve que cet oiseau sert à nommer la couronne rouge de Basse-Égypte, c'est-à-dire, le nom de cet oiseau permet de désigner la couronne du pharaon. Ça veut dire que si je sais comment s'appelle cet oiseau dans la langue des anciens égyptiens, automatiquement je sais comment s'appelle cette couronne, parce que ce sont des homophones. C'est aussi Deshret. En fait, c'est aussi translittéré Deshret. Mais il se trouve que maintenant, c'est un homographe, c'est-à-dire le nom de la couronne. Bon. Cette couronne, à quoi ressemble-t-elle? Elle est décrite par les égyptologues, bien sûr comme une couronne rouge. Rouge parce que Tere, vous allez comprendre, qui manifeste le pouvoir du pharaon sur la Basse-Égypte, consiste en un mortier, donc c'est la description d'un mortier rehaussé d'une lamelle spiraglée, donc il y a une sorte de lamelle qui tourne, qu'on appelle une huppe. C'est la raison pour laquelle je vous présente cet oiseau-là, qui est une huppe.
Ok? C'est dans la description, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Maintenant, pourquoi nos ancêtres représentent la chose de cette façon? Ils sont simplement dans une description de ce qu'on appelle des homophones. Parce que chez les Dogons, en Togo-Kan par exemple, qui est une des principales langues Dogon, on va dire terre pour signifier piler. Donc une idée qui renvoie au pilon, c'est-à-dire au mortier. Songhai, Duru, c'est piler. Zarma, qui est aussi du Songhai, Duru, c'est le mortier. Malinké, on dit Touré pour signifier la huppe. La crête, c'est-à-dire ce qu'ils mettent en avant. En Songhai, on dit Touru, c'est tresser les cheveux. Donc idée de tresse de huppe. Shona, parce que souvent quand on fait des exercices, on compare. C'est-à-dire, moi je suis partisan de l'idée selon laquelle les peuples kémites, c'est-à-dire africains si vous voulez, parlent la même langue. Simplement, on n'a pas souvent ce souci d'observation panoramique. On est très souvent au nombriliste et on croit que ce que nous faisons, nous sommes les seuls à le faire. Ce que nous disons, nous sommes les seuls à le dire. Quand dans les faits, nous parlons en fait la même langue. Parce que le Shona, c'est une langue du côté de l'Afrique du Sud. Ils utilisent le même mot, Duri, pour signifier le mortier. Donoso, chez les Dogons, Tere, c'est pilé. Toroso, Toro, c'est pilé. En Bambara, on dit Tourou, c'est la huppe. La crête, en Soninké, Toré, c'est la tresse. Alors, je multiplie ces exemples simplement pour vous indiquer pourquoi ils savent donc représenter la couronne de cette façon. Parce que le vocabulaire que sollicite, que ce soit la huppe, ou le pilon, ou l'idée de mortier, ce sont des mots qui se ressemblent à l'oreille. La structure phonétique est toujours la même si vous l'observez. Hein, je pense que c'est un peu clair pour tout le monde. Voilà. Bon, je vais lire donc ceci. Je vais donc prendre maintenant des exemples pour vous montrer qu'en réalité, on peut vérifier ce qu'on dit par la simple observation que je viens de faire. Voici une graphie que les égyptologues traduisent par un pot, une cruche, ils transitèrent d'Eshret. Je dis, cette graphie correspond au toroso, c'est du Dogon. Hein? Toroi, qui signifie poterie, jarre à eau, canari, pot. Geneviève Calam Griol, qui était la fille de Marcel Griol, écrit à propos de cet objet, poterie de forme sphérique à ouverture normale pourvue d'un bourrelet. On en distingue plusieurs de tailles différentes, servant à des usages différents. La femme du forgeron mythique fut la première potière. Actuellement, il y a des potières Dogon, mais ce sont les forgerons qui font obligatoirement les poteries servant au sacrifice pour les préserver de toute impureté. Pourquoi? Parce que les forgerons sont ce qu'on appelle des Nyamakara dans le monde mandingue. Et je pense qu'ici on dit Nienyo. En tout cas, les Peuls disent Nienyo pour signifier les gens de caste. Et ils sont rouges. Ils sont réputés rouges. D'où l'idée de terrain, d'où l'idée d'appartenance. Ils sont sous l'autorité de cette divinité qu'on appelle Seth. Ici, vraiment, je simplifie, hein, mais parce que c'est plus complexe. Enfin, je pense que je peux aller dans le détail, mais je sais que ce n'est pas nécessaire. Mais vous devez savoir que les sociétés soudanaises sont organisées selon deux catégories, les noirs et les rouges. Je le dis comme ça parce que j'y reviendrai peut-être plus tard. Voilà. Je prends un autre exemple. Dans le monde Dogon toujours, cette graphie désigne le feu et les flammes. Elle est translittérée d'Eshlet, on le voit. En Djamse Dogon, on dit Dere, c'est brûlé, lecture effective de la graphie. En Tengukan Dogon, Dere, c'est brûlé. En Togokan, Teri, cuir, brûlé. C'est toujours la même structure phonétique. C'est ce à quoi moi je souhaite vous amener. C'est-à-dire vous devez observer que à partir du nom de cet oiseau, on arrive à lire objectivement la graphie et les solutions arrivent d'elles-mêmes. Ici, un autre exemple, c'est l'idée d'une huile. Ils disent que, les égyptologues disent que c'est le nom d'une huile. En Djoula, on dit Tourou, huile, graisse, beurre. En Soussou, du côté de la Guinée, Touré, c'est l'huile, c'est la graisse. En Bambara, c'est Toulou, donc le R devient un L, et vice-versa. Huile, matière grasse. En Soussou, on dit Toura, devenir gras, s'engraisser. Un autre exemple, on nous dit que c'est le nom de l'hippopotame, c'est toujours le même mot, la structure est toujours la même, d'Eshret. Je ne veux pas décrire les signes, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Cette graphique correspond notamment au malinké tolo ou toro qui signifie être gras, d'où la description d'un animal, c'est un hippopotame, il est réputé gras évidemment. Cette graphique correspond également au Togo Kan Dogon, toru qui désigne le porc, puisque participant de la même famille que l'hippopotame. Toroso, Tolu, c'est le porc, Jam, c'est Toru, c'est le porc, etc. etc. En soninké, on va dire Touré pour dire l'éléphant. Pourquoi? Parce que dans certaines langues subsahariennes, on appelle l'hippopotame l'éléphant du fleuve. Hein, dans certaines langues africaines, parce qu'ils participent de la même famille, ce sont des mastodontes en fait. C'est ça l'idée fondamentale à laquelle se prête cette description. Ici, on vous dit que c'est le nom de la saleté. C'est encore la même structure phonétique. Ce sont des homophones en fait. Ce que je suis en train de tenter d'illustrer ici, c'est que nous avons toujours le même mot qui revient. Cette graphique correspond au taureau, au dogon, c'est toujours les dogons. Taureau qui signifie balayure, ordure, résidu du fumier. Aoussa, c'est touré, fourrage utilisé comme fertilisant. Hein. Idée donc de saleté, etc.
Ici, vous avez le nom du taureau en égyptien pharaonique. C'est encore cet oiseau qui permet de le nommer. Ici, vous avez l'usage du pictogramme. Ici, vous avez l'écriture phonétique, mais c'est le même mot. Hein, je le dis parce que je veux juste être clair. Sachez que parfois, le scribe égyptien remplace l'ensemble phonétique par l'oiseau parce qu'il sait que c'est la même valeur phonétique. Ici, il écrit phonétiquement le nom de cet oiseau. Ici, il met juste le pictogramme puisqu'il sait comment il s'appelle. Donc, cet oiseau génère le nom du taureau. Ici, c'est ce qu'on appelle un déterminatif. Donc, c'est le nom du taureau. Alors, le nom égyptien du bœuf du sacrifice, dans le cas présent, alors les égyptologues disent que c'est un bœuf roux parce qu'ils savent que cet oiseau appelle automatiquement la rousseur. Mais c'est le nom du taureau du sacrifice. Correspond au Bambara, Ntura, même structure phonétique qui désigne le taureau. En malinké, c'est Tura, c'est le taureau. Mandinka, Tura, taureau. Malinké, Tola. Donc, enfin, Maoka, c'est le malinké parlé en Côte d'Ivoire, si vous voulez. On va dire Tola, taureau. Et Maurice Delafosse, que vous connaissez très bien au Sénégal, va donc produire un dictionnaire en 1955 dans lequel il enregistre donc ces mots. Il dit Tora, Tola, Tola, Tura, Tula, etc. Taureau, mâle de l'espèce bovine, taureau, signe du zodiaque et constellation. Auquel il ajoute donc d'autres solutions, Gerzé, Tola, etc., etc. Bref, en Aoussa, il dira taureau, c'est un terme qui désigne le mâle des gros mammifères en général, puisque le taureau est réputé être évidemment un mâle et incarne très bien ce qu'on appelle la virilité en fait. Voilà. Donc, j'arrive donc à ceci, à l'idée de désert en égyptien pharaonique. Si vous avez suivi les exemples que j'ai donnés, depuis tout à l'heure, je ne fais que multiplier des exemples, hein, j'espère que vous êtes attentifs. On vous dit que ça, c'est le nom du désert de la terre rouge, désert terre rouge, et c'est le nom de cet oiseau. Comment vous lirez cette graphie à la suite des exemples que je viens de donner? Comment vous lirez cette graphie? Toro. Ben oui, c'est pas très loin, parce qu'en fait, c'est un mot qui existe. Ce n'est pas tout à fait le désert. En Aoussa, Touré, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Europe. Je vais vous expliquer pourquoi nos ancêtres font une association entre l'idée Europe et désert. Parce qu'en égyptien pharaonique, on pense vraiment que c'est le nom du désert. Mais en Aoussa, Touré, c'est l'Europe. On dit Touré ou Touri pour dire européen, bah Touré, Tourawa au pluriel pour dire européen. En Foufoulé, c'est Touranké, c'est un peu, Tourankéjo ou Tourankoen pour signifier européen. En Bambara, on dit Turké, qu'on traduit par Turquie, et on croit que c'est un mot qui vient de la Turquie. Alors que c'est comme ça que les Malinké et les Bambara forment le nom des peuples. On dit Sonenké, Malinké, Tourouké, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de Tourou. C'est ça. Sonenké veut dire celui qui vient de Sona, Malinké celui du Mali. Je ne sais pas si... Voilà. Donc c'est ce mot qui donne Turquie. Parce qu'en Turquie, il n'y a pas d'étymologie pour le mot Turquie. Vous devez savoir ça. Les Turcs ne savent pas d'où vient le nom de leur pays. Alors que, du point de vue du Wolof, c'est clair. On va dire Turk, c'est le nom du Turc. Et Turk, c'est le nom de cet oiseau. C'est le même nom. Oui. Donc ce sont nos ancêtres qui ont produit le nom de cette Europe. Parce que quand je dis Europe, sachez que l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est l'Asie. J'espère que chacun se souvient de sa géographie. Oui. C'est-à-dire que nos ancêtres, évidemment, savent que c'est l'Asie. Ce sont des peuples asiatiques. Donc ils appellent le désert. Pourquoi? Parce qu'ils font une distinction entre le monde civilisé et le monde bon, je vais dire des nomades, pour être gentil. Donc voici ce qu'on appelle... Bon, aujourd'hui on traduit par Europe, mais sachez que c'est un abus de langage. Quand Laoussa dit Touré, il pense à tous les peuples asiatiques. Parce que l'Europe, aujourd'hui, c'est l'Asie occidentale, c'est tout. Il faut quand même se souvenir, l'Europe, c'est pas un continent. C'est le bout de l'Asie, c'est un bout de l'Asie. Ok, bon, il faut que ce soit clair. Mais c'est ça, c'est-à-dire quand les peuples disent Tourankejo, ils parlent de ça. Ce sont les gens qui sont venus de l'autre côté. Voilà, c'est important. Donc c'est comme ça en fait, c'est une façon en fait d'arriver à quelque chose d'effectif. Pour vérifier ce que je dis, il existe des exemples qui permettent de recouper, c'est-à-dire de croiser les données. Vous avez cette graphie en égyptien pharaonique, translitérée chez tête ou quelque chose comme ça. On dit que c'est le nom de l'Asie. Maintenant, c'est-à-dire c'est pour une désignation objective de l'Asie. À côté, vous avez un nomographe, c'est-à-dire une graphie qui sollicite les mêmes signes, mais qui désigne autre chose, parce que les déterminatifs changent. Donc ici, c'est le nom de l'odeur, du parfum, mais la graphie est la même, on le sait, notamment d'après la translittération. Ici, il y a 2 T, parce que c'est un mot au féminin. Là, le T est absent, parce que ce n'est pas un féminin, c'est un masculin. Mais c'est le même mot, STT, STT. Donc le T se duplique ici,
Parce que c'est un mot féminin noté, étant la désignance pour les formes féminines, pour ceux qui savent quand je parle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous connaissons les solutions coptes de ce mot. Donc on peut déduire comment se lit cette graphie. En copte, cette graphie-ci se lit quelque chose comme CT. Mais les égyptologues eux-mêmes, quand ils font des correspondantes, ils disent que ce mot correspond à cette série. En Wolof, on va dire Touré. Pour dire en sens, le nom de la dit c'est Touré. C'est ce que je suis en train de prononcer. En fait, quand j'ai dit en Aoussa Touré, d'ailleurs en Bariba on dit Tourare, c'est encore le même mot. Mais une autre manière en fait de vérifier si oui ou non, on parvient à nommer correctement en fait la graphie en fait. Alors, il y a des exemples, je peux les multiplier, mais si vous comprenez ce que je dis, cela suffira. Donc c'est simplement une façon aussi de vérifier si oui ou non, on parvient à une lecture effective de ce qu'on appelle le désert. Ce n'est pas le désert au sens du Sahara, non. C'est le désert au sens où c'est le monde du nomadisme en fait. Le paradigme est un peu différent. Bon. Autre chose, dans le dictionnaire mandingue de la Fosse, il nous dit que les mandingues disent Soura. Soura pour dire pays des Sémites, en arabe on va dire Sour pour dire tir en Phénicie, Syrie maritime. Et ce mot, évidemment, apparaît dans les langues dites bantou. En lingala, par exemple, on va dire mot soutou. Hein? Le mot étant soutou pour signifier non circoncis, prépuce, incirconcision, ce qui caractérise les populations asiatiques. Parce qu'ils ne connaissent pas le rituel de la circoncision. Ils l'ont appris des Égyptiens, vous le savez, donc ils étaient nommés de cette façon. Et ce sont des mots très, très durs. Quand on les utilise dans le contexte traditionnel, les incirconcis, bon, ils ne sont pas considérés comme des hommes en fait. Donc il y a d'autres considérations qui viennent évidemment, parce que je sais qu'il y a des pays souvent maintenant où on adore ceux qui viennent d'ailleurs, mais sans vraiment se poser la question de savoir qui nous sommes nous fondamentalement et pourquoi nos ancêtres ont théorisé sur ces questions. Parce que la circoncision c'est quand même encore un rituel important. Voilà. Donc cette graphique correspond au Malinké Soura, donc pays des Sémites, c'est le T qui devient un S et vice versa, je ne l'ai pas dit mais sachez-le, c'est des règles de correspondance usuelles. Tu peux dire Toura ou Soura, c'est le même mot. Race sémitique, en Aous on dit Batouré, Tourawa européen, des termes que de la Fosse rapproche de l'arabe Sour, Tyr, Syrie maritime, Phénicie. Donc ça montre effectivement que c'est comme ça que le mot est prononcé depuis l'égyptien pharaonique jusqu'à nos jours en fait. Voilà. Anonsa, Touré ou Touri, traduit européen et désigne plus généralement les blancs, les arabes ou les sémites. En Foufoulde oriental, le mot est Tourankejo ou Tourankoen qui signifie européen. Cette désignation s'accorde au nom de la tresse de cheveux dans la même ère culturelle. En Bambara, on va dire Tourou pour dire Up, donc le mot de la tresse revient, vous allez comprendre pourquoi. Up, crête, mèche, en malinké c'est Touré, touffe de cheveux sur la tête, en Songhai Tour. Tresse de cheveux, solinké, Toulou, tressé, tous les coiffures, Toré, tresse, crête. Chez les Soninké, au royaume du Ouagadou, la tresse est un élément distinctif pour les étrangers. Aujourd'hui, les Soninké diraient les païens, parce que dans l'empire, le royaume du Ouagadou, pour distinguer les étrangers, on leur faisait faire des tresses sur la tête. Et c'est ce qu'on retrouve en Égypte pharaonique, avec les populations sémitiques. Toujours avec des tresses sur le côté, comme vous le voyez là en fait, d'accord? C'était une façon de les distinguer dans la société. Ici, vous avez un détail des têtes dites libyennes, provenant du Médina Abou, c'est en Haute-Égypte. Les personnages portent la tresse caractéristique de ce qu'on appelle aujourd'hui des païens. Mais dans la tradition soudanaise, évidemment, c'était des gens qui n'étaient pas initiés, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du pays. C'était pas vraiment parce que païen vient du paganisme, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on comprend, si vous comprenez ce que je dis, c'est bon. Voilà. Les Blancs, dit Charles Montel, que vous devez peut-être connaître, il a travaillé ici au Sénégal et au Mali également. Les Blancs, par excellence, les Européens, sont appelés rouges par les Soudanais. Ça, je pense que vous le savez. Ceux-ci emploient aussi des expressions plus ou moins flatteuses, nous dit Charles Montel, homme rouge, païen rouge, babouin rouge, dont l'un est celle assez singulière de oreille rouge. Ce surnom se retrouve au moins en Peul, en Serer et en Wolof. C'est ce que nous dit Charles Montel. Alors, moi, mon Peul est médiocre, y compris mon Wolof, mais j'ai au moins le mot, on dit Wodunou ou quelque chose comme ça, pour dire en Peul, oreille rouge. Une manière de désigner les Européens. En Wolof, non pas Bourront, ça, je ne sais pas si je prononce correctement. Voilà, en tout cas, c'est écrit. Oreille rouge, pour dire les Européens. En Serer, Nof Yegna, je crois, oreille rouge. Et en Malinké, Toro Roulé, pour signifier oreille rouge, Toro étant le nom de l'oreille. Donc, en fait, ce mot-là, que je prononce depuis tout à l'heure, pour signifier le rouge, a été traduit dans les langues soudanaises pour désigner les Turcs, en fait, c'est-à-dire les Asiatiques de manière générale. Mais on voit bien que c'est le Malinké qui est la source. Parce que
pour désigner l'oreille dans les langues malinké, bambara, etc., c'est toro, toro, etc. Donc c'est ce mot-là qui est depuis tout à l'heure en fait récurrent dans la prononciation, dans le nom du taureau, etc. Enfin, j'ai donné quelques exemples. Ceci montre en fait que le Wolof traduit le malinké, que le Peul, le Sérère traduit le malinké, parce qu'eux ils ont le mot tel qu'il paraît dans la graphie égyptienne. Ouais. C'est ça, mais on comprend maintenant pourquoi ils sont appelés de cette façon. Parce que le mot ressemble à Touré. En Aos on dit Touré pour signifier européen. Ils avaient des tresses dans nos sociétés. Voilà pourquoi le nom de la tresse s'est transféré à la personne. Et ensuite, il y a eu des traductions au sein des langues même pour produire dans cette appellation un peu curieuse de oreille rouge. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà. Donc, vous avez donc des représentations des étrangers en Égypte. Ici, il y en a une. Ils sont souvent associés à un oiseau, un vanneau huppé. Il porte une huppe. Ici, c'est un étranger, il porte une huppe. Et ce que j'ai voulu vous distinguer, quand vous observez cette graphie, cette étoile-ci, c'est encore un questionnement pour les égyptologues. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi nos ancêtres mettent des étoiles lorsqu'ils présentent les Européens. Mais est-ce que quelqu'un sait comment on dit l'étoile chez les Dogons? C'est combien? Comment on dit l'étoile chez les Dogons? Mais quand je dis Sigitolo, Ambambara, Sigitolo, Toro, Toro, c'est le nom de l'étoile. C'est pour ça qu'il dessine l'étoile. Pour dire que lui c'est Touré. C'est aussi simple que ça. Pour dire que c'est un étranger. En fait, il faut, comment dire, un transfert. Ils dessinent l'étoile parce qu'ils savent comment l'étoile s'appelle et que le nom de l'étoile ressemble au nom du personnage qui porte une huppe. Touré. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est ça. C'est ça. Donc en Bambara, on va dire Tourou, huppe, crête, mèche. Et dans les mêmes langues du Soudan, on dit taureau, c'est l'étoile. Sigitolo, c'est Sirius chez les Dogons. Chez les Bambara, c'est Sigidolo, c'est Vénus, c'est aussi Sirius. Et ils appellent généralement les astres de cette façon. Taureau, Touré, etc. C'est le nom des astres. C'est pour ça qu'ils mettent l'étoile. Ok? Et ici, vous avez donc une graphie qui désigne les étrangers, les gens du commun. C'est translitéré Rekit. Bon, c'est deux variantes d'une même graphie. Ce qui importe, c'est l'oiseau avec une huppe. Voilà, ok? Pour indiquer que c'est un oiseau huppé. Donc la huppe doit nous intéresser lorsqu'on souhaite donc nommer le personnage en question. Alors cette graphie a des solutions prononcées. En Afar, par exemple, l'Afar c'est une langue d'Éthiopie encore parlée aujourd'hui par environ 1 million d'individus. Elle est translitérée Rekit, mais elle correspond dans la vraie vie à Rakiyat, qui signifie sujet, genre assujetti. Et c'est le sens même de la graphie. Hein. Vous avez la translittération ici, Rekit, et ça se lit Rakiyat. Sauf qu'en Moré, au Burkina Faso, juste ici à côté, le mot a une autre affectation, mais c'est le même mot, Rakia, pour signifier parent ou allié à plaisanterie, qui vient de Raki, parent ou allié à plaisanterie, Rakire, c'est l'équivalent du gamou, du cal, je pense que vous connaissez. Rakire, relation etc. Voilà. Donc ça montre qu'il y a évidemment un questionnement à avoir ici. Parce que pourquoi d'un côté on parle de gens assujettis, de l'autre côté on admet que ce soit des parents à plaisanterie quand on parle en fait objectivement d'étrangers. C'est ce qui va nous permettre de comprendre quelque chose de particulier vis-à-vis de cette civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne. Ici, je vous présente cette scène, elle est très importante, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a sous cette couronne. Vous avez ces oiseaux qui sont représentés autour d'un symbole important que les égyptologues appellent le Sematawi, c'est-à-dire l'union de la haute et de la basse Égypte, c'est-à-dire le symbole qui manifeste de l'unité du pays, de la confédération des anciens Égyptiens. Et ces oiseaux représentent ces personnages, là vous devez le savoir. Bon, je n'irai pas dans le détail, mais je vais juste vous expliquer quelque chose rapidement pour tenter de vous expliquer ce que ça veut dire. C'est un symbole très important qui figure sur les trônes des pharaons. Ici, vous avez deux personnages importants. Ici, c'est Seth. C'est comme ça qu'on l'appelle en égyptologie. De l'autre côté, c'est Horus. Ok? Détail du socle et du trône de ces ostriches. C'est un grand pharaon. Hein. Vous avez donc Seth et Horus, symboles respectifs de la haute et de la basse Égypte. Donc Seth représente la haute Égypte. Horus, la basse Égypte. Leur relation, en français, c'est ce qu'on appelle la vunkula. C'est-à-dire, lui, c'est l'oncle maternel d'Horus. Ils sont dans une relation de parenté à plaisanterie, parce qu'on a parlé du matriarcat tout à l'heure. Moi, je le sais d'autant plus qu'au Cameroun, par exemple, parce que j'ai un peu observé cela. Les neveux ont des droits, je veux dire, quasiment intangibles, chez les oncles maternels. Ils entretiennent avec les oncles maternels une relation de type parenté à plaisanterie. Ça s'appelle la vunkula.
C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de faire des choses chez cet oncle qu'ils ne feront pas dans d'autres circonstances. Parce qu'ils sont les véritables enfants, en fait. Et ce sont ses héritiers. On hérite par ce... Parce que, là, évidemment, je veux pas... On a parlé du matriarcat, donc je ne veux pas revenir là-dessus, mais vous devez comprendre que c'est ça la relation qui les unit. Parce que souvent, et vous devez savoir qu'ici, c'est une relation de type mixte. Ce ne sont pas deux hommes tels qu'on le voit. Lui, c'est son oncle maternel, donc il incarne la féminité. Même si vous voyez deux hommes, si vous savez lire les codes traditionnels, vous allez comprendre que ce sont, chez les Bassins, on dit c'est-à-dire l'oncle maternel. Donc ils sont dans une relation de type parenté à plaisanterie. Ça, c'est clair. Bon, et c'est aussi également le cas, évidemment, au Soudan, au Sénégal, je le sais. Voilà. Donc, je veux juste illustrer la chose d'après cette corde qu'ils sont en train de tirer. Parce que vous devez comprendre pourquoi nos ancêtres représentent les choses de cette façon. Et c'est clair, par exemple, en Bambara, c'est facile à comprendre. Parce qu'en Bambara, pour dire la corde, c'est djuru. Corde, lien, liane, mais aussi obligation, dette, créance, contrat. Être lié au propre et au figuré, être tenu par une obligation. Diruta, contracter une obligation. Duru don morola, faire crédit à quelqu'un, consentir un prêt. Diru sama, tirer la corde. Donc il joue évidemment sur la polysémie du mot diru pour dire que ces deux-là, la haute et la basse Égypte, sont dans une relation contractuelle. Ils ont des obligations les uns envers les autres. Notamment, obligations de type Salankunia, c'est comme ça que ça s'appelle au Mali, c'est-à-dire la parenté à plaisanterie. C'est-à-dire obligation d'assistance en cas de guerre, obligation d'assistance en cas de deuil, de funérailles, etc. C'est des choses qu'on observe. Évidemment aussi de plaisanterie objective, c'est-à-dire quand des clans se rencontrent, ils peuvent se livrer à des, des expressions de type cathartique, c'est-à-dire cette injure qui a souvent impressionné les ethnologues. Quand ils ne sont pas de la tradition, ils imaginent que les gens sont en train de s'évectiver, mais en fait, c'est une manière c'est la catharsis, c'est-à-dire la purification des passions. Hein, c'est vraiment ce type de relation dont il s'agit. Voilà. Et en Égypte antique, vous avez donc un thème très important pour désigner une catégorie de peuples que les égyptologues appellent les 9 arcs. Souvent, on va vous dire que ce sont les ennemis historiques de l'Égypte. On représente 9 arcs. On vous dit que les 9 arcs, ce sont les ennemis historiques de l'Égypte. C'est comme ça que ça a souvent été interprété. Mais lorsque vous allez dans les tombeaux, évidemment, vous avez les noms de ces 9 arcs qui ont pu changer suivant les époques. Hein. Mais ici, vous avez la liste des 9 arcs. C'est plusieurs territoires. Mais ce qui est intéressant et qui permet le questionnement, c'est que vous observez que dans ces 9 arcs, entre le nom de la basse et de la haute Égypte, y compris de la Libye. Donc, si on suppose que ce sont des ennemis de l'Égypte historique, comment imaginer que la basse Égypte et la haute Égypte soient perçues par le pouvoir administratif du pharaon comme des ennemis? Ça veut dire qu'en fait c'est une faute. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que c'est que fondamentalement ce que les Égyptiens appelaient les 9 arcs. Parce que si c'était des ennemis, jamais le pharaon n'aurait introduit ces territoires, c'est-à-dire la haute et la basse Égypte, y compris la Nubie, il n'aurait pas fait ça. Parce qu'en réalité, ils viennent de là. Ce sont des populations qui vivent là. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre idée qui n'a peut-être pas encore été perçue. Ici, je vais simplement lire le texte parce qu'on les représente même physiquement, les 9 arcs. Ce sont donc des personnages qui représentent ces peuples-là, qui sont soi-disant ennemis historiques de l'Égypte. Mais je vous ai dit, dans ces peuples rentre le nom de la basse et de la haute Égypte. Donc déjà, il faut corriger ce biais parce que c'est une mauvaise façon de voir. Donc dans les listes du Nouvel Empire, chacun des 9 arcs est surmonté d'un torse montrant un homme entravé. On le voit, il est attaché, évidemment. Les bras derrière le dos, souvent pris pour un prisonnier. Cette posture indique moins la captivité, évidemment, que la vassalité. Bon, maintenant, quand vous allez dans un tombeau du pharaon, comme ici c'est un exemple, le tombeau de un dignitaire égyptien qui s'appelait Kérouef, vous avez un représentant authentique de la haute Égypte. Ce qui est aussi une façon, en fait, de réactualiser le phénotype des anciens Égyptiens. Parce que vous savez que la haute Égypte a toujours eu préséance sur la basse Égypte. Elle est beaucoup plus ancienne. Ça, c'est un Égyptien antique, authentique. C'est-à-dire, c'est pas, comme on peut le voir dans les 10 commandements avec Moïse à la télé, là. Hein? Non. Ça, c'est vraiment tel qu'ils étaient. Et ce sont des Soudanais. C'est-à-dire, quand je dis Soudanais, évidemment, j'imagine que vous vous sentez concernés. D'accord? Je ne suis pas en train de parler d'un peuple nébuleux. Pour ça, tout à l'heure, quand on disait qu'on ne va pas retourner en Égypte, nous sommes l'Égypte. Enfin, ça me paraît évident. Donc, c'est ça. Et si vous avez donc la basse Égypte, avec un teint évidemment beaucoup plus clair, mais ça ne signifie pas que
Ce ne sont pas des kémites, parce que dans une population comme la population sénégalaise, on trouve de tous les phénotypes. Cheikh Anta Diop en a parlé. Parce qu'on est plus clair qu'on est moins kémite. Parce que, évidemment, la couleur de peau ne détermine pas la culture. Il faut bien comprendre. Dans quel rapport on aime. En tous les cas, vous voyez bien qu'il est entravé. Et on dit qu'il fait partie des 9 arcs. Pourtant, les pharaons viennent de ce territoire, la Haute-Égypte. C'est ça le nom de la Haute-Égypte. Tachemaou, c'est ce qui est écrit ici. C'est la Haute-Égypte. Donc, ça pose un problème. Pourquoi est-ce qu'il est entravé? Qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, ça veut dire que, non, ce ne sont pas des ennemis, ils sont dans une alliance d'Irou, dans un contrat. C'est-à-dire, l'Égypte faisait, et le pharaon se considérait comme au-dessus des alliances. Voilà pourquoi, même s'il vient d'un territoire, il va inclure ce territoire dans le principe de vassalité, et ce territoire va lui verser tribut au même titre que les territoires extérieurs, même à l'Égypte, territorialement parlant. Je pense que c'est clair. Voilà. Et évidemment, ici, vous avez la Nubie. C'est un Nubien authentique. Vous avez les Libyens qui étaient dans cette confédération. Je dis bien, ce ne sont pas des ennemis. Hein. Vous devez comprendre le sens de la corde. Ça veut dire qu'ils sont inoffensifs vis-à-vis du pouvoir du pharaon, mais la corde signifie le contrat. Ils sont dans une relation contractuelle. Ok? Ici, vous avez les îles Égéens, c'est-à-dire les Grecs, et puis vous avez l'Asie en général. Donc, il y avait certains peuples qui avaient contrat, c'est-à-dire alliance, de type cathartique, c'est-à-dire parenté à plaisanterie, avec les peuples kémites, c'est-à-dire les peuples soudanais. Okay? Bon, parfois, on trouve dans ces 9 arcs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, vous avez le pharaon Djoser, qui est un grand pharaon. Ses pieds sont posés sur les 9 arcs, et vous avez les oiseaux, là, les tours, qui sont ici. C'est-à-dire qu'il domine, en fait, la confédération. Il est au-dessus. Donc son pouvoir n'est pas lié à un territoire en particulier. Parce que c'est un peu comme on dirait aujourd'hui que le président de la République n'est pas le président d'une tribu. Dès lors qu'il est élu, il devient le président de tous les Sénégalais. C'est ce qu'on dit. Maintenant, quand on voit les nominations, parfois on s'interroge, évidemment. Mais c'est des choses qui arrivent. Parce qu'on imite un peu ce que font les Français, sans vraiment contextualiser la chose. Je pense qu'on peut mieux faire. Mais enfin, moi j'ai des critiques à faire vis-à-vis de ça. J'espère que je ne choque personne. Mais moi, je ne crois pas dans la République, parce que nous avons fait la royauté, au moins on sait ce que c'est. La République, on ne sait pas. Voilà. Donc, quelle signification? C'est simple. Comment s'appelle l'arc en égyptien pharaonique? Nous connaissons son nom d'après le copte. L'arc, quelle signification de l'expression 9 arcs? Qu'est-ce que ça veut dire? L'arc se dit pité en copte, qui correspond au Nyamwezi, langue bantoue de Tanzanie. Bouta, l'arc. Pita, l'arc. Sakata, bota, c'est l'arc. En poulard, on dit fetu, tiré à l'arc. Sonenke, futu, tiré vers soi, tendre. Par exemple, en bambara, on dit kalasama, c'est-à-dire bander un arc. En Boukouzu, c'est futu, arc. Sachez que c'est le nom du mariage. Ce qui prouve qu'ils sont dans une relation de type cathartique, alliance. Parce que le nom de l'arc, dans les langues subsahariennes, c'est le nom du mariage. Je donne un exemple. En Boukouzu, futu, c'est l'arc. C'est un homophone du mandinka futu qui signifie épouser, mariage. En kakabe, futu c'est le mariage. Bambara, furu, mariage qui donne furu nyogon, l'allié. Furu nyogonia, alliance matrimoniale. L'objet recherché par l'arc comme symbole des peuples assujettis, entre guillemets, est reconnu par le poulard. En poulard, on dit futu, qui est proche par la prononciation de fetu, tiré à l'arc, futu, être d'accord, tomber d'accord, s'unir, être unis. Potal, mutation phonétique, mais c'est le même mot en poulard. Unité, entente, accord. En sonenke, futu signifie tirer à soi. Voilà pourquoi il tire sur une corde. Ok? Futi, être tiré. On dit, nyakasen futu, tirer la corde, mais futunde, rivalité. Vous voyez que c'est polysémique. Et on comprend en contexte pourquoi ils peuvent donc opposer 7 à Horus, etc. Ça permet de mieux comprendre qu'en réalité, ces 9 arcs sont dans une alliance. Ce ne sont pas des ennemis au sens où on l'entend généralement. Ils sont dans une alliance avec l'Égypte pharaonique parce que c'était la première puissance à l'époque. Comme on a l'OTAN aujourd'hui, eh bien à l'époque, nous avions les 9 arcs. Voilà, sauf que c'était évidemment la Mahat à cette époque. C'était pas tout à fait le biais vert. C'était un peu différent. Ok? Voilà. Donc, j'arrive à ma conclusion et si vous avez des questions, naturellement, je vous remercie.